Merci d'être avec nous sur Médian TV Afrique et bienvenue dans Talk Afrique Presse. Une fois n'est pas coutume, comme on a l'habitude de le dire, pour ce numéro, nous allons essentiellement parler de football avec le tirage au sort du Mondial 2018 effectué vendredi dernier à Moscou en Russie. Tirage au sort que nous allons décrypter dans cette émission de Talk Afrique Presse avec nos invités, les représentants africains, à savoir l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, le Nigeria et le Sénégal, connaissent désormais leurs adversaires de groupe. Quelle chance pour ces équipes qualifiées, quel plan de préparation, mais également comment faudra-t-il gérer les retombées économiques dans ces pays qualifiés respectifs. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Pape Madi Diop, rédacteur en chef du service sport de la RTS, la radio-télévision sénégalaise. Pape Madi, bonjour. Bonjour Diallo. Avec nous également sur ce plateau, Salif Diallo, journaliste sportif à l'agence de presse sénégalaise. Salif, bonjour. Bonjour. Merci, messieurs, d'être avec nous sur Médian TV Afrique. Dans 6 mois, la Russie va accueillir où sera la capitale du football mondial, compétition à laquelle vont participer des sélections africaines. Avant d'aller dans le vif du sujet d'actualité évoqué tout à l'heure, nous allons d'abord écouter un de nos envoyés spéciaux à Moscou, Jalal Bouzrara. En tout cas, moi, j'aurais aimé être sénégalais, puisque l'équipe du Sénégal hérite d'un groupe plutôt à la portée des Lions de la Teranga, avec la Pologne, le Japon et la Colombie. Les Sénégalais ont une véritable chance de passer pour le deuxième tour. La Tunisie croisera, elle, la Belgique et l'Angleterre, mais aussi le Panama, le petit poussé de cette Coupe du Monde. L'Égypte, elle, ça sera face à la Russie, l'Arabie Saoudite, mais également l'Uruguay. Les Égyptiens ont également une chance de qualification pour le deuxième tour de ces Coupes du Monde. Enfin, le Nigeria aura aussi son mot à dire avec la Croatie, l'Islande et surtout l'Argentine d'un certain Lionel Messi. Dial Bouzra, un de nos envoyés spéciaux à Moscou, en Russie. Salif Diallo, nous l'avons suivi ensemble dans les groupes A et B où sont logés l'Égypte et le Maroc. Comment analysez-vous les chances réelles de ces équipes africaines, notamment pour passer le cap du premier tour? Il est vrai que de prime abord, quand on voit un peu la situation actuelle du classement FIFA et de la valeur des équipes au mois de décembre, on peut dire que ces deux sélections africaines ne sont pas favorites. Ne pas être favori ne veut pas dire pouvoir se qualifier au second tour. On a vu le Sénégal en 2002, on a vu le Cameroun en 82 qui a fait 3 matchs nuls contre l'Italie qui a été future championne du monde. Donc c'est un résultat. On a fait une photographie à un temps T. Ce qui va se passer dans 6 mois, personne ne le sait. Il est vrai que aussi bien le Maroc que l'Égypte, ces deux équipes-là ne vont pas avec la faveur des pronostics. Maintenant, c'est à eux de faire démentir le jeu de pronostics. Alors, Pape Madi, les chances réelles de ces deux équipes qui sont logées dans 2 poules qualifiées ou jugées un peu poules difficiles par certains observateurs du football? Oui, c'est tout à fait normal. Comme Salif le disait, je pense que le classement FIFA est là, il est déterminant. Quand je prends par exemple le groupe, beaucoup de gens parlent du groupe de la mort et j'ai aimé aussi en off tout à l'heure l'expression de Salif quand il dit c'est vraiment le groupe de la vie parce que quand on vit à espoir, justement, je vois que le Maroc est dans une situation pas tellement confortable, pas tellement favorable, mais comme il le dit une fois de plus, ce n'est pas parce que le Maroc ne va pas se qualifier. On a 6 mois devant. Beaucoup de choses peuvent changer parce qu'une équipe de football, c'est vrai, c'est le collectif, mais aussi c'est des individualités. Et justement, la somme des individualités fait le collectif. Alors, est-ce que le Portugal ou l'Espagne qui passent pour des favoris dans cette compétition auront la chance de garder tous leurs joueurs? On ne sait pas, seul Dieu le sait. L'Iran, c'est vrai, et le Maroc peut-être sont considérés comme des petits poussés dans ce groupe. Qui sait? Parce que comme je le dis, un match de football, ce n'est pas une liste. Un match de football, c'est une réalité du terrain. Et même la réalité du jour. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent entrer en jeu et qui peuvent changer les données. Mais a priori, on dira dans cette poule, compte tenu de l'histoire, compte tenu des palmarès des uns et des autres et compte tenu du classement de FIFA, on dira que le Portugal et l'Espagne sont favoris dans ce groupe du Maroc.
Si on prend le groupe A, où se trouve la Russie, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, l'Uruguay, ici également, on te dira peut-être c'est la Russie, pays organisateur, et bien sûr l'Uruguay pour son expérience avec 12 participations qui seront peut-être les équipes favorites dans cette poule. Mais attention, on est en football toujours. L'Égypte, c'est au vieux routier. C'est vrai que ça fait longtemps, peut-être 27 ou 28 ans, l'Égypte n'est pas revenue. Mais voilà un pays qui fait partie, je dirais que c'est le pays le plus capé en Afrique d'ailleurs. Oui, mais il n'a pas encore cette expérience d'une compétition mondiale. C'est vrai que compétition à laquelle il n'a pas pris part depuis 90. Oui. Ça peut jouer mentalement. Entre-temps, c'est vrai que la génération s'est rajeunie, donc ça peut poser également... La question que je me poserai, pourquoi l'Égypte réussit en Afrique et quand l'Égypte va en Coupe du Monde, elle échoue? C'est une question. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Égypte n'est pas dans une nouvelle disposition avec une nouvelle génération? Parce que moi, je me pose la question souvent. Pourquoi l'Égypte ne réussit pas à une qualification de la coupe, en Coupe du Monde? Parce que ça fait longtemps. Et vu son dernier palmarès depuis 2008-2010, ce que l'Égypte a fait en Afrique, et elle n'a pas eu cette chance peut-être de retourner en Coupe d'Afrique, en Coupe du Monde. Mais moi, je pense que pour cette année, l'Égypte est à mesure de tirer les expériences passées pour pouvoir faire une bonne coupe du Monde. On attend de voir, mais ce qui se passe en Égypte présentement me rassure en attendant de voir la réalité du terrain. Alors, Salif, c'est vrai qu'un match se gagne sur le terrain. On l'a dit, la Coupe du Monde 2018 en Russie, c'est dans 6 mois. Déjà, comme on a dit tout à l'heure, hein, la poule du Maroc, on la qualifie de poule difficile. Compte tenu de son parcours lors des éliminatoires, c'est vrai que dans 6 mois, beaucoup de choses peuvent se passer ou beaucoup de peuvent couler sous les ponts, comme on le dit. Est-ce qu'aujourd'hui, mentalement ou moralement, ça ne peut pas booster les Lions de l'Atlas pour suivre les traces ou pour franchir le cap du premier tour? Justement, il y a toute une énergie positive autour du football marocain ces derniers temps. Si vous voyez un peu, c'est le Maroc qui organise les grandes rencontres du football africain. Le symposium, le dernier symposium de la CAF, même le dernier comité exécutif de la CAF a eu lieu au Maroc. En plus de ça, le WAC de Casablanca a été le vainqueur de la Ligue africaine des champions. Ce n'est pas arrivé à un club marocain depuis fort longtemps. Ensuite, le Maroc a des individualités dans cette équipe-là. Je parlais de Mehdi Benassia, de JS qui est à l'Ajax d'Amsterdam. Quand même, c'est des individualités fortes. Ensuite, il ne faut pas oublier dans l'histoire, il est vrai que ça fait longtemps, mais le Maroc fait partie des équipes qui ont battu le Portugal en phase finale de Coupe du Monde. C'était en 86 au Mexique. Le Maroc de Bouderbala avait battu le Portugal, Temoumi et ainsi de suite avait battu le Portugal 3 buts à 1. Et puis aujourd'hui, le Maroc a un entraîneur qui fait complexe, qui veut écrire une autre page de son histoire. Il sait qu'il part pas favori dans cette poule-là. Maintenant, il peut créer l'exploit. C'est vrai que le Maroc qui se qualifie au second tour, ce serait un exploit. Mais n'oublions pas qu'en 2014, l'Espagne était venue au Brésil en tant que championne du monde en titre. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Espagne a été sortie au premier tour. L'autre facteur qui explique un peu, qui peut booster le Maroc, c'est que ces équipes, que ce soit le Portugal ou de l'Espagne, elles sont constituées de joueurs qui sont en Ligue européenne des champions. C'est des équipes, c'est des joueurs qui pourraient aller au bout, c'est-à-dire au moins en demi-finale ou en finale. Comment les joueurs vont se retrouver à la fin de la saison avec le nombre de matchs joués et ainsi de suite? Est-ce qu'ils seront frais et dispo à la Coupe du Monde? Ça, c'est la grosse question. Alors, d'autres représentants africains, Pape Marie, notamment la Tunisie, le Nigeria et le Sénégal. D'abord, le Sénégal qui partage la poule avec la Pologne, mais également quelle autre équipe? Il y a la Colombie, voilà, il y a la Colombie, il y a le Japon. Poule jouable selon certains observateurs. Oui, c'est vrai que ça dépend de la position là où on se trouve, de là où on se trouve exactement. C'est-à-dire que si on est sénégalais, on pourrait dire peut-être que c'est jouable. Pour un Polonais, on dirait que c'est jouable. Pour d'autres, peut-être Marocains ou Nigériens, disons que c'est la poule la plus facile. Ça dépend de la position qu'on occupe ou qu'on aimerait donner, bien sûr, à cette poule. Mais moi, je dis, comme vous le savez, quand on est en Coupe du Monde, c'est parce qu'on fait partie des meilleurs. Il y a eu combien de nations
Je crois que la FIFA compte 150 oui, 50 à peu près nations et il n'y a que 32 qualifiés. Donc vous faites partie des meilleurs. Alors, se trouver dans une poule où on suppose que toutes les équipes sont au même niveau, où ces équipes n'ont rien gagné, mais il faut rappeler la position de ces équipes dans le classement FIFA. La Pologne est 7e, le Sénégal est 23e et premier en Afrique. La Colombie est 13e, le Japon est 55e. Alors, moi je pense que c'est une poule peut-être prise comparativement aux autres. On pourrait dire que c'est vraiment une poule où il n'y a pas d'équipe de grande renommée. Mais par contre, attention au football, moi je pense que cela peut être bénéfique pour une équipe comme le Sénégal, ça peut être bénéfique pour une équipe comme la Pologne, tout comme la Colombie. Vous êtes dans une poule où tout le monde a le même niveau, battez-vous, et maintenant vous essayez de gérer. Parce qu'une compétition en Coupe du Monde, ce n'est pas seulement les premiers matchs ou les derniers matchs. C'est ce qui explique souvent la complexité même de la composition d'une liste d'un coach. Des fois, les premiers matchs sont déterminants pour la suite. Parfait, c'est ce que je dis. Aujourd'hui, prenons l'exemple du Sénégal. Si le Sénégal fait des efforts peut-être pour gérer son premier match, ou gagner la Pologne, ensuite négocier, ou bien négocier un match nul contre la Pologne, négocier un match contre la Colombie et gagner peut-être l'Iran, le Sénégal est déjà passé au deuxième tour. Pareil pour toute équipe que vous prendrez dans la poule. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faudra se préparer pour les grosses cylindrées que vous allez rencontrer au deuxième tour ou en quart de finale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une compétition, c'est du début à la fin. Et pour un entraîneur, il faut prendre des joueurs interchangeables, des joueurs qui ont la même valeur. Le titre de remplaçant ou de coiffeur, pour prendre un terme nouveau, ne doit pas exister dans une équipe. C'est-à-dire, on fait une équipe selon l'adversaire que vous avez pour aujourd'hui. Demain, vous avez une autre équipe. Celui qui a été partant peut être remplaçant. Et moi, je pense que, plus sur cet angle, la Pologne, le Sénégal, la Colombie, chacun peut sortir dans cette poule. Je n'ose pas dire que le Sénégal est favori, ou le Japon, ou la Colombie, mais je vois que toute équipe est susceptible de sortir dans ce groupe-là. Et les équipes de cette poule se valent. Salut, c'est vrai, quand on a suivi tout à l'heure notre envoyé spécial à Moscou, Gérald, dans ses commentaires, le Sénégal qui est donc favori, comme l'a également dit l'ancien entraîneur des Lions du Sénégal, Aliou et Amara Traoré. Vous partagez son avis? En fait, moi, je dirais que la poule, je partage parfaitement le point de vue de mon confrère Pape Madi Diop. La poule est équilibrée. Toutes les 4 équipes peuvent se qualifier au second tour. Maintenant, comme vous l'avez dit tantôt, le premier match sera fondamental. Je pense que l'équipe qui gagnera son premier match, surtout le Sénégal, si le Sénégal arrive à s'en sortir face à la Pologne, le Sénégal a un pied et demi pour moi au second tour. Parce que le Japon va jouer contre la Colombie qui, je pense, est à un degré moins d'un chouïa au-dessus des 3 autres équipes. C'est mon avis, par son expérience, par la qualité de ses joueurs, par la qualité de son entraîneur, parce que Joseph Pekerman, l'Argentin qui est à la tête de la Colombie. Donc, je pense que la Colombie a un chouïa un peu devant. Mais tout va se jouer sur le terrain. Et le Sénégal surtout pour son premier match. C'est là où sa Coupe du Monde pourrait se jouer. C'est-à-dire une victoire, il faut aller chercher une victoire contre la Pologne. Mais toutes les 4 équipes qui sont là, il ne faut pas oublier qui est à la tête du Japon. C'est Ali Louzik, qui a qualifié l'Algérie en 2014 pour son premier second tour de l'histoire du football algérien. Donc il va jouer sur le collectif du Japon. Donc ce serait une poule extrêmement équilibrée où toute petite erreur peut être fatale à une équipe. Donc il faudra être prêt. Ce n'est pas dans la tête, c'est une poule aisée ou pas, non. Il faudrait aller chercher cette qualification sur le terrain. Alors une bonne phase finale de la Coupe du Monde nécessite une bonne préparation. Cela va nous amener à parler de la préparation avant cette compétition. Dans 6 mois, finalement, quelle préparation, quel plan de préparation pour ces équipes africaines? Salif. D'abord, il faut saluer la belle idée de la CAF d'avoir décalé la 2e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Parce que le Sénégal devait aller à Madagascar, jouer contre le Madagascar. Maintenant, ils ont la possibilité d'avoir 2 adversaires de taille, 2 adversaires qui ont les mêmes similitudes de jeu
avec soit la Colombie ou la Pologne ou le Japon. Je serai à leur place, je vais prendre d'abord la Pologne. La Pologne est un pays asiatique, ainsi de suite, parce que ce sont mes deux premiers adversaires, tout en sachant qu'ils ont 3 autres matchs qu'ils peuvent faire en début juin. Mais de toute façon, je pense que d'abord il faut saluer cette position, cette idée, cette belle idée de la CAF là d'avoir décalé le match. Ensuite, il faut avoir des adversaires qui ont les mêmes similitudes que les prochains adversaires du Sénégal pour les matchs amicaux. Parce qu'effectivement, je me rappelle bien en 2002, j'ai rappelé ça à un confrère, c'est parce qu'on a joué l'Arabie Saoudite, on a perdu contre l'Arabie Saoudite, qu'on a vu les failles de notre système défensif. Aliou Cissé a été décalé du poste de défenseur central à celui de libéraux du milieu de terrain. C'est là-bas où on a eu cette équipe compacte-là qui a pu jouer contre la France, qui a plié mais n'a pas rompu face à la France, qui a pu faire jusqu'en quart de finale. Alors, Pape Madi, comment ces équipes africaines doivent s'y prendre pour une bonne préparation pour affronter leurs adversaires de groupe, ne serait-ce que pour espérer sortir ou franchir le cap du premier groupe? Oui, je marche sur les pas de Salif, saluer un peu la décision de la CAF, qui a vraiment compris qu'il était temps d'accompagner ces équipes, ces représentants africains en Coupe du Monde, d'abord de par le temps de leur préparation, en essayant de décaler leur match. Mais deuxièmement, financièrement aussi, je crois que la CAF accompagne chaque équipe pour une valeur de 250 millions de francs CFA, je crois bien, 500 000 $. Donc je pense que c'est une grande première. Aujourd'hui, on comprend qu'il y a une prise de conscience nouvelle qui est en train de naître au niveau, bien sûr, des responsables du football africain. Parce que nos équipes, jamais une équipe africaine est allée en demi-finale. Est-ce que cette Coupe du Monde de Russie 2018 sera une grande première? Je pense que les autorités de la CAF sont dans cette démarche. Elles l'ont compris et elles sont en train de travailler à leur manière pour que cela puisse réussir. Autre chose également, moi je pense, Salif l'a dit, aujourd'hui, connaissant par exemple, je prends le cas du groupe H, pour ne pas dire la poule H, où se trouve la Pologne, le Sénégal, la Colombie plus le Japon. Moi je pense qu'en tant que Sénégalais, aujourd'hui, si je ne suis pas allé aussi, si j'étais à la place des fédéraux, la première des choses, alors, le Sénégal joue son premier match contre la Pologne, pourquoi pas ne pas demander un match amical contre la Russie, le pays organisateur, pour des raisons d'acclimatation, mais aussi pour aller déjà voir un peu la température en Russie, parce que n'oubliez pas que la Russie et la Pologne, voilà, il y a une histoire qui est là et c'est des pays qui ne sont pas très éloignés. Autre chose également, je prendrais pour aller, je joue contre la Colombie, je demande un match amical contre l'Uruguay que j'ai déjà rencontré en Coupe du Monde en 2002, parce que l'Uruguay, il faut dire que c'est une grosse cylindrée du football américain. Et si je joue contre le Japon, pourquoi ne pas retourner encore en Corée du Sud, demander un match amical? Donc, comme le disait Salif, c'est les styles. Il faut jouer avec des styles similaires pour corriger. Le Japon, par exemple, a un football rapide, comme les Sud-Africains. C'est un peu le style au niveau des Asiatiques. Donc pourquoi pas ne pas aller demander un sparring partenaire avec ces pays pour essayer au moins de booster ou de voir ces failles. Alors toujours dans le cadre du plan de préparation, on va parler également du groupe B, la poule B. C'est vrai que vous avez parlé des similitudes, Salif. La poule B, c'est dans cette poule où logé le Maroc. Est-ce que c'est suffisant pour jouer seulement des matchs amicaux avec des pays, par exemple, des similitudes pour réussir un bon plan de préparation? Ça c'est un facteur. Il a parlé d'acclimatation. Il est vrai que le mois de mars en Russie, ce n'est pas la même chose qu'au mois de juin. Parce qu'au mois de juin, c'est l'été, donc il va faire moins froid. Au mois de mars, il fait encore très froid en Russie. Mais il faut vraiment s'adapter au style. Nous, on a eu des problèmes. Quand je dis nous, je veux dire le Sénégal a eu des problèmes face à l'Afrique du Sud. Par rapport au style de jeu de l'Afrique du Sud, des joueurs qui vont très vite, qui sont petits de taille par rapport aux Sénégalais. C'est la même chose. C'est le même problème qu'on peut avoir contre le Japon. Bon, heureusement pour les Marocains, parce que c'est le style méditerranéen. Aussi bien l'Espagne que le Portugal, c'est le style méditerranéen, et les Marocains, c'est des Méditerranéens. Donc le style de jeu est la même chose. C'est vrai, il est vrai que chaque équipe a son style, chaque entraîneur vient imposer son style de jeu, mais il faut savoir ce que l'adversaire amène.
On connaît l'Espagne depuis quelques années, c'est le tiki-taka. Bon, maintenant, même s'ils jouent de plus en plus en profondeur, ils ont un jeu direct, mais on sait que c'est dans la possession. L'Espagne, sa force, c'est dans la possession. Ils jouent depuis 2008, ils ont gagné les autres équipes sur la possession de ballon. Maintenant, il y a des variantes parce qu'il y a un nouveau technicien. Ce qui est sur le Portugal, on sait, hein, c'est un football très athlétique. Ils ont une vedette, une star qui monopolise tout, c'est Ronaldo. Maintenant, je vous ai dit auparavant, Ronaldo sera dans quel état physique après la Ligue des Champions, après le championnat d'Espagne, il sera dans quel état physique? On se rappelle qu'il n'a pas joué la finale de l'Euro. Il a été blessé le jour de la finale. Il a fait 20 minutes, il est sorti. Mais le Portugal, ça n'est sorti. Le Portugal n'était pas une grande équipe sur le plan du jeu, mais sur le plan physique, ils ont fait le boulot. Mais il faut, chaque fois qu'on connaisse les adversaires, on commence à travailler sur ces adversaires. Ça, c'est fondamental pour aller loin. Si je prends le cas du Nigeria qui avait rencontré l'Argentine en match amical, Nigeria qui a réussi à battre cette équipe argentine dans le cas des préparatifs du mondial, retrouve le Nigeria et retrouve l'Argentine plutôt, ça peut booster un peu le mental des Nigériens plutôt? Oui, et puis entre le Nigeria et l'Argentine, c'est ça, ils se rencontrent assez souvent dans les compétitions. Maintenant, l'Argentine que le Nigeria a battu, c'était quelle Argentine? C'était sans Messi, sans Agüero, il faut pas se leurrer. Et le Nigeria, c'est l'équipe la plus insaisissable en Afrique. Elle est capable du meilleur comme du pire. Le Nigeria qui perd lors de la première journée des éliminatoires de la CAN contre l'Afrique du Sud à domicile 2-0. Ce Nigeria s'est qualifié devant ce qu'on a appelé la poule de la mort dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Parce qu'il y avait l'Algérie dans la poule, il y avait le Cameroun et la Zambie. Des 4 équipes qui auraient pu se qualifier à la Coupe du Monde. Mais le Nigeria a pu sortir là-bas sans une défaite. Ils ont gagné ou ils ont fait match nul. Donc le Nigeria est capable de meilleur comme le pire. Le Nigeria contre l'Argentine, c'est jouable. C'est vrai, il y a une star mondiale qui est dans l'équipe de l'Argentine. Mais aujourd'hui, cette différence-là, elle est tenue, elle est vraiment faible entre les sélections africaines et les sélections des autres pays. Maintenant, il faut le talent, il faut beaucoup de chance en football et aussi un état d'esprit. Je pense que quand on réunit ces 3 éléments, on peut faire une grande phase finale de Coupe du Monde. Alors, une dernière question, un dernier point avant de clore cette émission. Pape Madi, les retombées économiques, on en parlait à l'entame de cette émission. Comment gère-t-on ou bien comment va-t-on gérer les retombées économiques issues de cette compétition mondiale, surtout dans ces pays respectifs qualifiés, parce que ça a toujours fait l'objet de polémiques? Oui, c'est vrai que je parlais d'abord du pays organisateur. Quand un pays se lance dans une organisation de Coupe du Monde, c'est quelque part, peut-être je dirais 2 choses. D'abord, la première chose, c'est peut-être le prestige, mais deuxièmement, les retombées économiques, ce qui n'est pas souvent évident. Il faut dire que l'organisation d'une Coupe du Monde est une organisation dépensière, mais en réalité, il y a aussi un investissement, un retour d'investissement qui peut être rentable comme non. Mais moi, je pense que pour nous autres qui allons participer à cette Coupe du Monde, comme le cas du Sénégal, à chaque fois que je parle, je prends l'exemple du Sénégal que je connais le mieux. Quand il y a une Coupe du Monde, c'est vrai qu'il y a les retombées économiques qui sont là d'abord pour l'image du pays. Deuxièmement, il y a un reportage qui se fera certainement pour ces pays qui ont les droits de retransmission dans votre pays et qui vont essayer de faire l'histoire footballistique de votre pays, mais pourquoi pas même l'histoire politique, géographique, etc. Ça permet au monde entier de connaître ce pays culturellement, politiquement, et au point de vue religieux, etc. Autre chose également, quand il y a une qualification en Coupe du Monde, forcément, il y a certains secteurs qui sont touchés, notamment peut-être pas à une échelle industrielle aussi importante, mais on voit au niveau des imprimeries, au niveau des sérigraphies, au niveau aussi des entreprises BTP, par exemple. Si aujourd'hui le Sénégal disait j'organise la Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde, on voit qu'il y aura des stades qui vont être rénovés ou qui vont être construits. Ça, c'est un investissement. Si aujourd'hui le Sénégal va en Coupe du Monde, il y a un peu le petit marché qui bouge. On voit aujourd'hui des confections de banderoles, des confections de badges, de portraits. Ça fait bouger. On voit un peu, comment on dit, de petits trucs qui se font, que ce soit des t-shirts. Donc, la Coupe du Monde, quand elle arrive dans un pays, non seulement il y a ces effets d'impact économique, mais aussi à la stabilité sociale. Il y a, on peut l'amener du politique.
qui vient appuyer un peu la jeunesse. Et par exemple, les leaders politiques en Afrique font d'une qualification ou bien d'une victoire ou je sais pas, d'un titre de champion de l'équipe nationale une rançon. Pour eux, c'est eux qui ont gagné, ils ont investi, ils ont gagné. Donc moi je dis qu'une qualification de Coupe du Monde, pour ne pas être long, fait toujours du bien pour la jeunesse, stabilité politique. Au point de vue même jeunesse, on sent la joie de vivre, on sent cette appartenance citoyenne qui se manifeste à tout le monde. Je pense que c'est important. Les retombées économiques, surtout dans les pays africains qualifiés de représentants, vous voyez quoi, les retombées économiques? Oui, on sait que par exemple, un pays comme la Côte d'Ivoire, leur premier Coupe du Monde en 2006, ça leur a permis de réfectionner des stades. Ça leur a permis de consolider les clubs d'élite en Côte d'Ivoire, parce que par exemple, chaque club avait reçu 35 millions. J'ai appris ça de la bouche même de l'ancien président de la fédération, Jacques Anouma. Le Sénégal aussi peut faire ça. Bon, il faut vraiment, cette fois-ci, qu'on n'ait pas ce qu'on a vécu en 2002. Et avec l'argent dans le football. C'est clair. Ça, c'est la première, c'est le premier niveau de lecture. Le second niveau de lecture, c'est les retombées qu'on peut avoir sur les autres facteurs, les autres secteurs de l'économie. Par exemple, aujourd'hui, la Russie, c'est l'un des pays, les plus grands pays pourvoyeurs de touristes à travers le monde. C'est les Chinois, et les Russes qui vont assez souvent. Aujourd'hui, le Sénégal, je pense, nous, on a des problèmes. Notre tourisme souffre depuis quelques années du manque de touristes. Je pense que c'est l'occasion pour les services de tourisme d'aller faire leur promotion dans ce pays-là. La troisième grille de lecture, c'est directement au niveau des retombées dans le football. On sait qu'il y a des manias, des milliardaires russes aujourd'hui qui investissent dans le football mondial. Je vais parler d'Abramovich à Chelsea et de Rybolev à Monaco, par exemple. Et est-ce que nos clubs sont assez faibles, ils ne gagnent jamais, ils font 2 tours ou 1 tour en Coupe d'Afrique, ils sont éliminés. Est-ce que ce n'est pas l'occasion pour la Fédération sénégalaise de football de faire la cour à ces manias russes pour qu'ils viennent investir dans le football africain? Rappelez-vous que la première grande académie de football au Sénégal a été créée après la Coupe du Monde 2002. C'est les retombées, l'image du football sénégalais qui a permis de diriger Jambar. Pourquoi aujourd'hui les dirigeants du football ne vont pas profiter de cette Coupe du Monde-là pour vendre le football sénégalais, les talents sénégalais et créer d'autres structures de formation? Merci Salif Diallo, c'est la fin de cette émission Talk Afrique. Merci à Pape Madi Diop, rédacteur en chef du service sport de la RTS. Merci également à Salif Diallo, journaliste sportif à l'agence de presse sénégalaise. Merci également à vous d'avoir été des nôtres. Talk Afrique pour ce numéro, c'est fini. Grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Mais vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de Médian TV Afrique. Thank you.